je me suis fait enlever les seins. Il m'ouvre comme ça, il me dit ah ouais, on va pas pouvoir faire cette technique, on va faire cette technique là. Et moi je lui ai dit ah mais je m'en fous de la technique que vous faites, vous m'enlevez ça, c'est tout. Donc on voit bien qu'en fait je suis dans un état psychologique qui est pas bon quoi. Ça a pas suffi, je me sentais toujours mal, donc j'ai pris la testostérone. Je me sentais toujours mal. Changé de prénom, c'était toujours mal. J'ai fait les opérations. Jamais j'aurais pensé revenir en arrière un jour. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui j'ai fortement à cœur de vous présenter alors je sais pas si je peux parler du témoignage de cette femme qui a changé de sexe. Alors elle a voulu changer de sexe. Elle a voulu, alors je sais même pas si on peut parler de changer de sexe. Elle a voulu simplement renoncer à qui elle est en réalité. Parce que c'est une femme qui se sentait homme et qui a voulu, voilà, bannir tout ce qu'il y avait de femme en elle. Sauf que quand elle se fait, retirer sa poitrine, parce qu'elle a procédé à une ablation mammaire, c'est les deux seins, et quand elle se fait ensuite enlever son utérus, elle réalise qu'elle ne se sent pas mieux. Elle n'aurait jamais dû le faire. Bref, je vais vous laisser écouter le témoignage. Et ce que je peux dire, c'est que quand je l'entendais, parce que j'ai tout regardé, j'ai regardé le témoignage du début jusqu'à la fin. Et pendant qu'elle parlait, j'avais la conviction, je pense que c'est le Saint-Esprit qui me mettait cette conviction, que nous les chrétiens, nous devons parler de Jésus. Nous devons parler de Jésus qui est le seul à pouvoir libérer. Parce que la liberté ne se trouve pas dans tout ce qu'on pense. Les gens sont dans toutes sortes de choses. Ils sont dans toutes sortes de courses pour essayer de trouver un peu d'épanouissement, pour essayer de trouver un peu de liberté. Vous voyez? Et parfois, ils se retrouvent dans ça, dans ce genre de choses. Voilà, c'est un témoignage qui est assez poignant, qui est assez vraiment triste et qui doit nous interpeller. Donc, vraiment, je vais te demander de vraiment non seulement regarder attentivement, mais aussi de partager. Parce que quand tu partages, ça permet de sensibiliser. Et si tu regardes cette vidéo, tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, je vais simplement t'inviter à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo et à faire simplement la prière de manière sincère qui se trouve à la fin de cet article. Et sur la base de cette prière, faites sincèrement, tu vas pouvoir passer de l'autre bord. C'est la promesse que je te fais parce que c'est mon expérience et c'est l'expérience de plusieurs autres personnes. Donc, je vais vous laisser regarder et vraiment, les amis, que cela nous touche pour nous autres qui sommes chrétiens, qui avons déjà eu la grâce de trouver la paix de Christ. Que cela nous touche et nous pousse également à davantage propager la vie de Christ. D'accord? D'ailleurs, j'ai même publié une formation offerte ces derniers temps qui s'intitule « Sur les pas de ma destinée ». Vraiment, si tu n'as pas encore découvert ton appel, je t'encourage également à t'y inscrire. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder et je vous en supplie par les compassions de Christ. Une fois que vous aurez regardé, partagez massivement parce qu'il faut que les gens soient sensibilisés, que la liberté ne se trouve pas ailleurs que en Jésus. La liberté ne se trouve pas dans toutes sortes de déviances auxquelles la société fait face aujourd'hui, mais elle se trouve uniquement en Jésus. Donc je vous laisse regarder, que le Seigneur vous bénisse. Alors voilà, et puis ben pour finir, je finis par me faire opérer en clinique privée, puis c'est moi qui paye quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé comment? C'est la clinique. Ah ouais? Ben ça s'est passé que ben voilà, il m'a enlevé les seins quoi, comme ça. J'ai attendu une année de combat avec les assurances et tout, puis après j'étais là, bon, c'est très bien, je me débrouille. Et la clinique privée, ils te font ça sans rien demander, enfin n'importe qui peut se faire retirer. Si demain je veux me faire retirer les seins comme ça d'un coup, je peux? Bah c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Je me demande. Bah dans ton cas, ça... Ah oui, mais moi j'avais un diagnostic. Hein. Ah, il y avait le diagnostic. D'accord. J'ai un diagnostic. Ils n'ont pas voulu prendre en charge, mais j'ai le diagnostic. Donc le chirurgien se base sur le diagnostic. Ok, bon concrètement, tu arrives là-bas dans quel état? Les échanges avec l'équipe médicale, ça se passe comment? Avant l'opération, ça se passe comment? L'opération en elle-même, ça se passe comment? Et tu te réveilles comment? J'ai vu, je sais pas moi, 2-3 fois le chirurgien à tout casser pour des explications en fait. Je vais faire cette technique, je vais pas faire cette technique. Vous êtes sûr? Si jamais vous regrettez, moi je vous repose des seins, il n'y a pas de souci. Moi j'ai même pas calculé quoi. Pour moi j'étais dans quelque chose. Je prenais les informations que j'avais envie et puis le reste c'était blackout quoi. Et puis je me rappelle très bien qu'avant l'opération, juste avant l'opération, hein,
Je suis assis sur mon lit là, et puis j'ai le médecin là qui m'ouvre le. Donc moi déjà, je supporte pas mes seins. Moi, il m'ouvre comme ça. Il me dit ah ouais, on va pas pouvoir faire cette technique, on va faire cette technique là. Et moi je lui ai dit ah mais je m'en fous de la technique que vous faites. Vous m'enlevez ça, c'est tout. Vous m'enlevez ça. Donc on voit bien qu'en fait je suis dans un état psychologique qui est pas bon quoi. On voit bien que je suis que c'est pas réfléchi, que c'est émotionnel, que c'est bon bref. Et puis après le réveil ça a été affreux. Je me suis réveillé, j'ai fait un jour là-bas. Après j'ai fait une convalescence à la maison avec les drains. Donc vous avez des poches avec des drains, avec le sang qui coule et tout le chenille. Puis là, franchement, j'ai failli me foutre en bas, quoi. Je me rappellerai toujours, j'étais chez ma sœur, dans un appart à Lausanne, je sais pas, au 5 ou 6e étage, là, la fenêtre était grande ouverte du balcon, là, j'avais qu'une envie, c'était de sauter, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Complètement angoissé, incapable de savoir pourquoi. Et il fallait juste que ça s'arrête, cette angoisse et ce mal-être, quoi. Donc la seule solution, c'était de se dire, vas-y, je saute, quoi. Alors heureusement que j'étais super bien entouré, j'avais une compagne, j'avais ma sœur et tout, donc bon, ça c'est. Alors justement, cet entourage. J'avais la communauté. Qu'est-ce qui se passe quand, tu annonces que tu vas te faire retirer les seins, que tu te diriges vers ce parcours? Qu'est-ce que pensent tes parents, tes frères et sœurs, ta compagne? Les gens te valident là-dedans, ou est-ce qu'il y a quand même un peu entre guillemets des garde-fous? Qu'est-ce qui se joue? Bon, ma mère a pas du tout été d'accord, hein. Je veux dire, elle me dit c'est de la mutilation. Même par la suite, elle m'a dit que, c'est comme si on lui avait enlevé ses seins à elle, en fait, quand je lui ai dit ça. Mais vous savez, moi j'ai été éduqué dans une génération comme vous, je pense. On a été éduqué, donc il faut pas juger, il faut accepter les autres, il faut chacun pense ce qu'il veut et c'est pas un problème. Et moi j'ai été élevé là-dedans. Donc moi quand j'ai été dire à mes potes, je vais me faire enlever les seins, il y a personne qui m'a dit attends, qu'est-ce qui se passe et tout. On m'a dit mais si c'est ce que tu ressens, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Vous voyez, donc on a été éduqués aussi un petit peu là-dedans, nous. Donc mes amis, en plus de ça, c'est pas comme si je ressemblais à une fille, quoi. J'avais rien d'une fille. J'étais tellement rentré avec l'homosexualité, avec ce côté très garçon et tout. J'ai déjà été tellement rentré là-dedans que franchement, c'est ce qui semblait être le plus proche de moi. C'était de transitionner, quoi. Avec le recul, t'aurais aimé qu'ils te disent quoi, ton entourage? Oh là là. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre à ce moment-là? Oh, mais je pense simplement qu'il aurait fallu que je me confronte à ce que je suis, au lieu de me renforcer dans ce que je ne suis pas, quoi. Mais qui aurait pu faire ce rôle-là? C'est-à-dire qu'il y en a plein aujourd'hui, des femmes justement qui s'embarquent dans ce chemin. C'est le rôle de qui? C'est le rôle des parents? C'est le rôle de l'État? C'est le rôle de l'école? C'est le rôle de qui aujourd'hui? Oui, c'est une bonne question. Mais les parents, on ne peut pas leur en vouloir, quoi. Je veux dire, être parent, c'est pas génétique, hein, on fait pas, on fait comme on peut, hein. Mais je pense que le plus gros problème, c'est les professionnels, quoi. Je veux dire, les psys, quoi. C'est eux, quoi. Déjà, c'est eux qui posent le diagnostic. Et c'est eux qui posent le pas de diagnostic, quoi. Donc pour moi, tout part de là, quoi. Les associations aussi, je veux dire. Est-ce que tu regrettes d'avoir enlevé tes seins aujourd'hui? Ah bah oui. Ah oui, bien sûr. On parle parfois d'une sensation de sein fantôme. Mmh. C'est quelque chose que tu ressens? Mmh. Tu peux dire ce que ça fait? Le syndrome du sein fantôme, c'est quand vous avez l'impression que vous avez vos seins, mais qui sont pas là, en fait. Donc c'est une sensation très très bizarre. Parce que moi, j'ai fait enlever mes seins, j'avais 25 ans.
Donc j'ai vécu quand même bien passé 15 ans avec mes seins, quoi. J'avais quand même un bonnet petit C, donc c'est pas rien. Donc il y a quand même tout un vide en fait. Donc le syndrome du sein fantôme, c'est très très particulier. Ça s'exprime surtout quand on pense ou quand on est au calme dans son lit le soir et puis qu'on pense à tout ça. Ben voilà, on peut y avoir s'il y a des stimulations et tout la journée, ça va. Quand on n'y pense pas, c'est pas un problème, quoi. Mais quand on y pense, ça finit par venir, ouais. Donc vous avez l'impression que vous avez vos seins, mais ils sont pas là, quoi. Donc moi je me touche comme ça, puis je me dis ah oui c'est vrai, ils sont pas là, c'est vrai. Puis ben voilà, c'est comme ça, quoi. Et aujourd'hui ton torse, il ressemble à quoi, si tu peux nous le décrire? C'est un corps mutilé, quoi. Donc j'ai des cicatrices béantes depuis le sternum jusqu'ici. On m'a aussi découpé le téton, parce que forcément les seins, ça élargit le téton. Et puis si vous voulez avoir un torse d'homme, on va vous découper encore les tétons. On te l'a découpé pour te le replacer, c'est ça? On a découpé pour rapetisser l'auréole. Ok. Et donc on te la replace ensuite? Je sais pas comment ils ont fait ça. D'accord. Tu as des sensations au niveau de la poitrine ou tu n'en as plus aucune? C'est pas des seins, quoi. Donc j'ai plus de sensations au niveau de mes seins. J'ai plus de seins. Après, je sens la peau, je sens, ouais. Ils m'ont pas charcuté au point de me louper au point où je sens plus rien du tout, quoi. Quand tu te réveilles de l'opération, comment est-ce que tu expliques le fait que tu te trouves dans un état d'angoisse directement? Parce que moi, j'aurais tendance à penser comme ça que ce qui peut venir d'abord, c'est le soulagement. Tu l'as tellement voulu. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que t'es pas soulagé quand tu te réveilles? Mm-hmm. Pourquoi est-ce que c'est une angoisse directe? L'angoisse, elle est liée à quoi? Bonne question. T'as eu aucun moment de soulagement? Jamais? Si, bien sûr. Ah non, mais bon, ça fait comme ça, hein. Ouais. Mais en fait, au début, je pense que... Bon, maintenant, avec le recul, je peux vous dire, mais sur le moment, franchement, j'en avais aucune idée. Je pense que mon cerveau, il devait juste se dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Et du coup, il fallait... c'est quand même quelque chose de vouloir et puis que ça se passe. Il y a quand même un monde entre deux, surtout que vous vous êtes endormi au milieu, hein. Ouais. Donc on vous endort et vous vous réveillez comme ça, hein. Faut savoir que moi, en plus, tout ce qui était opération, piqûre, douleurs corporelles, etc., depuis que je suis jeune, c'est vraiment quelque chose que j'évite, quoi. Et que j'ai toujours eu beaucoup de peine. Donc là... Donc là, tu l'as quand même fait. Et là, je me suis envoyée toute seule sur la table. Ouais. D'accord. Comme une grande, ouais. Ça fait un gros changement, ouais. Ok. Surtout que j'ai cassé beaucoup de choses dans ma vie, les bras, les poignets, les pieds et tout, et j'ai jamais voulu qu'on m'opère. Hein. Jamais. Pourtant, ça aurait été utile une ou deux fois, que ça aurait été plus facile, mais jamais. Et là, ouais. Et tu prenais de la testostérone ou pas, du coup, pendant tout ce temps? Non. D'accord, donc en fait, c'est comme s'ils zappent une partie du protocole quand même. Vu que dans le protocole, normalement, fallait quand même prendre de la testo. Il y a 10 ans en arrière, c'était le protocole, ouais. Mais il y a 10 ans en arrière, on était transsexuels et c'était le protocole, quoi. D'accord. Mm-hmm. Et tu as pris de la testostérone après? Ouais, après j'ai eu, je sais pas moi, au moins 2 mois où je dormais dans le lit de ma mère, quoi. J'étais vraiment dans un état pas possible. Et la communauté qui dit ouais c'est normal, ça va passer, t'inquiète pas, faut que le cerveau se fasse et tout machin. Bon, mais ça finit par passer, hein. Ouais, c'est clair qu'au bout d'un moment ça cicatrise. Puis voilà, quoi, c'est quelque chose que vous avez voulu. Donc on finit par se construire une idée en se disant ouais non mais en fait c'est ce que je suis et tout, c'était juste dur et tout. Donc voilà. Et puis c'est là que je me suis dit parce que quand même, quoi, je veux dire, femme sans sein, c'est bizarre, quoi. Donc je me suis dit ouais, en fait je suis trans, mais
je voulais pas me l'avouer, donc voilà. Puis c'est là que j'ai commencé la testostérone. Genre, je me suis fait opérer en janvier, et en mois d'avril, j'étais sous testo, quoi. En fait, finalement, pour accepter les conséquences délétères de la mammectomie, tu te construis un récit. C'est à ce moment-là que tu commences à te construire un récit. Ouais. Avant, tu te disais pas que tu étais trans, et là, tu commences à te construire un récit trans. C'est ce que font beaucoup de personnes. Je sais pas. Ok. Je sais pas. Je peux pas répondre pour les autres, quoi. Moi, en tout cas, je sais que quand j'ai fait cette transition, puis qu'après je voyais d'autres personnes qui faisaient, ça me renforçait en moi, quoi. Je me disais, ah, mais si eux ils le font, si eux ils sont comme ça, c'est que c'est juste et que c'est juste que je fais, que j'existe. Donc quand vous rencontrez des gens, plus vous rencontrez des gens qui le font, plus ça entretient la validité de votre propre histoire et de votre propre démarche, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la suite? Donc, tu vas prendre de la testostérone. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis après, il me semble que tu vas faire une deuxième opération. Oui, donc je vais commencer la testo. Ça va très très bien se passer, hein. À moins que vous faites des problèmes allergènes, ou que vous ayez des mauvaises réactions, ça reste un stimulant, hein, donc ça booste, hein. Et puis en plus de ça, vous avez des effets quand même assez bénéfiques parce que si vous détestez votre corps, etc. Je veux dire, vous devenez très musclé, très facilement. Enfin voilà, donc ça. De la pilosité. Encore. De la pilosité sur le visage qui arrive? Pilosité sur le visage et tout, mais après ça va être quand même, ça va quand même dépendre de votre génétique. Parce que moi, j'avais pas de poils. J'avais quand même trop de poils pour être une fille, alors je devais quand même me faire chier, m'embêter pour l'épilation, etc. Mais j'ai jamais eu, même avec 10 ans de testo, j'ai jamais eu de poils, quoi, vraiment, hein. Donc ça va quand même dépendre d'une prédisposition génétique. Mais oui, effectivement, vous avez de la pilosité qui arrive sur le visage. Et la voix? La voix qui change, ouais. Là, aujourd'hui, c'est... tu avais déjà cette voix avant ou c'est une voix avec le passage de la testostérone? C'est une voix avec le passage de la testostérone. D'accord. Alors moi, j'ai jamais eu une voix très grave. Je peux parler plus comme ça. Mais sinon, j'ai toujours eu une voix très 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 aiguë, quoi. Donc moi, j'ai une génétique qui m'a pas fait une transition masculine très impressionnante comme on peut voir à chaque fois, même si vous avez peut-être vu des photos où on voit quand même effectivement que c'est clair qu'on dirait un gars, mais... Ok, donc la testostérone, tu le vis plutôt bien. Tu décris même que quelque part, ça te booste et il y a presque un effet... Ah oui, non mais total. Est-ce qu'on peut parler d'addiction un peu ou... Vu comment je souris, ouais, je dirais, ouais, quand même. Ouais. Non mais franchement, c'est quelque chose, hein. C'est un méga stimulant, ça vous rend en forme, vous avez plus de muscles, vous avez plus d'endurance, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Enfin, ouais, non, c'est une vraie drogue, hein. Ouais, c'est clair. Ça a été difficile d'arrêter? Ça a été difficile d'arrêter, ouais. Ok. Ouais. Après avoir passé plus de 5 ans sous testostérone, on recommande quand même une ablation de l'utérus et des ovaires à cause du risque de cancer extrêmement élevé. J'imagine que c'est ce qu'on t'a suggéré. Ouais. Ouais, je suis allé chez l'endocrinologue pour commencer la testo et puis en discutant, etc. Ouais, c'est ce qu'il m'a un peu dit. Moi, il m'a pas dit ça. Il m'a surtout dit, t'auras une meilleure transition si t'as pas double. Ok. Tu peux expliquer pourquoi? Bah oui, parce que évidemment que si on a une production d'oestrogène plus une production de testostérone, la transformation va être moins radicale. Voilà, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que les ovaires produisent en fait les hormones sexuelles femelles. Et donc, en effet, si ces hormones sexuelles sont produites par le corps, en effet, on garde plus de caractéristiques femelles. Donc, c'est pour ça que l'endocrinologue te dit ça. Et finalement, donc, c'est l'argument qui te convainc. Non. J'ai changé mes papiers d'abord. Ouais. Et sur mes papiers, c'est dans mon dossier, c'est bien marqué que je peux pas faire ça. D'ailleurs, c'était un petit peu une petite victoire parce que avant, on était obligé de stériliser pour changer les papiers. Donc là, c'était une victoire de réussir à avoir les papiers sans ça. réussir à avoir les papiers sans ça, ouais. Ok.
Mais Donc à ce moment-là, tu changes de prénom. ouais, change de prénom, change d'état civil. Ça y est, t'es un homme officiellement. Ouais, c'est ça. Tu le vis comment? C'est une victoire? C'est une victoire, ouais. C'est une joie? Ouais, ça va avec la victoire, ouais. Est-ce que dans la rue, on te reconnaît plus facilement comme un homme? Qu'est-ce que ça fait? Bon, faut dire que ça m'arrivait déjà sans Ok. faire aucune opération des testos. Mais après l'opération, ça double. Une fois qu'on a enlevé les seins, ça double. Puis alors après, avec la testostérone, ça triple, quoi. Mais alors ça procure quoi comme sensation? Oh, de la tranquillité, hein, Ok. c'est tout. C'est juste que vous n'êtes pas regardé de la même manière quand vous êtes un garçon ou une fille, donc vous êtes juste tranquille, quoi. Après, voilà. Enfin, ça, on va en parler après, mais bon, moi j'ai toujours été complexé, donc comme j'avais peur qu'on croie que je suis une fille quand même, j'ai jamais été tranquille toute ma vie, quoi. Donc voilà. Même si effectivement ça apaise, mais ça n'enlève pas tout, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a la peur qu'on découvre que tu ressembles à un homme mais t'es une femme? Est-ce que t'as peur qu'on te violente parce qu'on le découvre? Par exemple, qu'un homme pense que t'es un homme mais finalement t'es une femme, alors du coup il se comporterait soudainement, violemment, différemment? Non, j'avais pas. J'avais plus peur de ça pour les voyages, mais pas chez moi. Pour moi, c'était plus que si on savait que j'étais pas un garçon, bah on savait automatiquement que j'étais une fille. Donc t'avais peur d'être démasqué quand même? Bah ouais, mais bien sûr. Bah oui, parce que moi, mon complexe, c'est mon sexe, c'est tout ça. Donc, si je suis pas un homme, bah, je suis forcément une femme. Donc, on sait forcément que j'ai un sexe de femme, et ça me posait vraiment un problème, ouais. Ouais. Ok. Et donc, suite du parcours, en 2018, donc, je crois que c'était ça, 2018, hein, 2018. hystérectomie totale, ablation de l'utérus et des ovaires. Ça se passe comment? Bah, très mal. T'es reçu comment par l'équipe médicale? Oh, ouais, d'accord. Eh oui. L'endocrinologue me suggère que c'est mieux, que j'aurai une meilleure transformation. Puis il me dit que de toute façon, si c'est un choix, il faut avancer, quoi. Moi c'était un peu, j'étais pareil, quoi. Je m'étais pas lancé là-dedans pour arrêter, de toute façon. Je prenais juste mon temps et il fallait juste que ça ait une signification. Puis après, j'ai rencontré une fille hétérosexuelle qui serait jamais sortie avec une fille, hein. Et là, ben, c'est clair que, voilà, quoi, c'est pas top, quoi. Vous avez des ovaires, un utérus, enfin voilà, vous êtes avec une fille qui va être avec un mec. Voilà, il y a ce combo entre le médecin, votre parcours, votre dysphorie, et puis les rencontres que vous faites. Et puis, ben, ce combo fait que j'ai dit, ah ouais, non, mais là, il faut, loin, quoi. Alors, du coup, je me suis fait opérer. J'ai vu une fois la gynéco, parce que c'était une connaissance de mon endocrinologue. On a fait 20 minutes de consultation. Moi, la gynécologie, fallait pas m'en parler, hein, donc on n'a pas fait d'examen ou quoi que ce soit. Elle m'a juste expliqué, fait un petit dessin. J'ai signé, puis voilà. 20 minutes, et puis après, j'ai passé à la clinique, quoi. Et ça, c'est quoi comme opération? Ça se passe comment? On ouvre par où? Enfin, concrètement, pour quelqu'un qui sait pas du tout, et moi je ne sais pas du tout, c'est-à-dire? On fait ça avec des caméras. C'est je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un problème avec le nom. On passe par le vagin? On ouvre le ventre? Non. On passe avec des caméras ici et vers le nombril. Et puis après, on sort tout par le vagin. D'accord. Mais ils viennent couper par ici. Et après, ils sortent comme ça. Mais ça, je le sais maintenant, hein, je ne savais pas. Je voulais pas savoir. Ouais. D'accord. Je voulais pas savoir, moi. C'était beaucoup plus simple, on m'endort, on fait des trucs, j'en ai aucune idée, et puis voilà, quoi, c'est fait. Et puis... Alors que maintenant, je peux te dire que pour moi, c'est encore plus horrible de penser que ça s'est passé comme ça, quoi. Mais bon, c'est comme ça.
Ouais. Et une fois qu'on c'est retiré, comment on se sent dans son corps, même au niveau des organes, moi je me pose la question de ça crée il y a un vide, il y a un espace. Est-ce que l'intestin, ça fait une descente d'organes? Enfin, concrètement, comment ça tient? Ah bah j'en ai aucune idée, hein. Moi je suis pas médecin, mais je sais pas, je me pose. Mais ce que je peux te dire, c'est que déjà quand je me suis réveillée, j'avais une sonde urinaire, et ça c'est vraiment pas agréable du tout. J'ai fait 3 jours d'hosto. J'ai fait un Clostridium difficile, donc c'est une infection bactérienne très forte. Très grave. Heureusement que mes parents sont dans le médical parce que j'ai fait ça moitié en ambulatoire. 3 jours après, j'étais à la maison, j'ai fait le Clostridium chez moi. Donc bon, c'était vraiment une catastrophe ce convalescence encore une fois. Et puis après, il y a plus de place pour la vessie. Je retire moins l'urine. Mais sinon, moi j'ai jamais utilisé mon sexe de toute façon, donc après je sais pas, je peux pas te dire quoi. J'espère que je n'aurai jamais des descentes d'organes par exemple, mais je sais pas comment c'est là-dedans, j'ai aucune idée. Je sais pas. Et le vagin reste fonctionnel? C'est-à-dire? Pour des rapports sexuels? Ouais, par exemple. J'ai pas de rapport sexuel. D'accord. Donc j'ai jamais utilisé mon sexe pour coucher, donc je sais pas. D'accord. Donc la question se pose pas. À cause de ça, à cause de cette dysphorie? Oui. Ben ouais, j'ai renforcé ça. Ouais. Alors pourquoi ne pas avoir fait le choix de la phalloplastie? Parce que quand on est dans ce parcours, certaines femmes vont jusqu'au désir d'avoir un pénis. Est-ce que ça a été un de tes désirs et pourquoi ne pas avoir fait ce choix? Si la technique avait été avancée, c'est la première chose que j'aurais fait, je pense. C'est la première chose que j'aurais fait. Après, ben ouais, je me suis renseigné à fond et tout, mais c'est vraiment pas top, quoi. Enfin, moi, j'avais déjà fait 2 opérations, ça s'était pas très bien passé. Faut savoir que quand même, moi, j'ai un métier, j'ai une vie, ça demande quand même des arrêts de travail, ça demande quand même un investissement mental, etc. Puis ben là, c'est plus la même chose, quoi, parce que là, il y a des infections, il y a des sacrés problèmes, et puis bon, bah malgré tout que j'utilise pas mon sexe, je ressens quand même des choses, quoi. Ça c'est là et ça reste. Alors que là, j'avais pas de garantie de quoi que ce soit, quoi. Et puis ça, non, ça c'était... Alors je me suis dit, ouais, je ferai ça quand j'aurai genre 50 ans ou 60 ans, que les techniques elles seront peut-être avancées, puis que au pire, j'aurai pas trop de regrets à avoir. Et ce désir de pénis, alors pourquoi? Rien que pour se sentir homme physiquement ou pour la relation avec les femmes? Pour la relation avec les femmes, ouais. Et puis ouais, parce que ça semble tellement être le Graal que voilà, quoi.